tous les services secrets français, les parlementaires français, et je vous le dis ce matin encore, les Illuminatis, c'est-à-dire les familles, les 13 familles, un consensus se fait autour de leur table, à savoir que la menace la plus dangereuse, la plus grave sur leurs intérêts en Afrique s'appelle le panafricanisme. Il a été arrêté que on ne peut pas discuter avec des gens comme nous, parce que nous sommes des extrémistes, des radicaux. Par contre, il faut nous ôter les arguments qui rendent nos thèses populaires en Afrique et même dans le monde. Avant de passer à l'autre stratégie, qui est de nous éliminer physiquement. Donc, c'est pour ça que depuis un bon, M. Macron a engagé un cycle d'action. Et d'ailleurs, ces aides africains, ceux qui l'aident, les Africains qui l'aident, la Chine, BMB, tous ces gens-là, ont rappelé ça pour justifier pourquoi ils vont travailler avec lui, pourquoi ils sont avec lui. On nous balance comme ça sur le visage la restitution de nos objets d'art. Les gens sont quand même courageux. Hein. Ils appellent ça la restitution de nos objets d'art. La saison de l'Afrique qui est organisée à Paris, c'est quand même terrible. Tu rappelles comment à l'époque de l'esclavage, on exposait la marchandise noire. Enfin, aux enchères, on l'exposait. M. Macron a pris des mesures. Vous savez qu'en France, bientôt, les langues africaines vont être enseignées en France. On va enseigner les langues africaines dans le programme scolaire français. Il faut le dire. Et un ensemble de célébrations vont être institutionnalisées en France chaque année pour l'Afrique. Entre autres, vous avez donc la liquidation de franc CFA. Vous avez vu la manière dont ça a été fait. Ouais. Le génie de M. Macron, son génie, avec son collègue Ouattara, un autre génie, a abouti au Wacron. On appelle ECO. Une catastrophe qui ne marche pas, mais le Parlement français l'a reconnu. Et vous avez justement cette affaire du dossier rwandais. Donc il ne faut pas isoler ça. C'est-à-dire que c'est un cycle d'action qui a été concocté justement pour casser le panafricanisme. C'est bien de rappeler ça. Alors il fait quoi? Il est allé à quoi? Bon, c'est une dynamique, comme je vous ai dit, une fois qu'on a dit ça, vous êtes là au parachèvement, en ce qui concerne le dossier rwandais, d'une dynamique, n'est-ce pas, qui s'inscrit dans ce que je viens de décrire. Oui. Évidemment, Macron, les entreprises françaises veulent démarcher. Et le Rwanda est un grand débouché pour les entreprises. Et les entreprises françaises, ce qu'on appelle investisseurs français, cherchent les débouchés au Rwanda. C'est ça. En plus de cette raison, l'autre raison maintenant, de fond, qu'on ne dit pas, il est question de protéger les véritables planificateurs du génocide rwandais. Vous savez qui c'est? Vous allez nous le dire. Je vais étonner les gens ce matin. Ceux qui ont planifié le génocide des Juifs sont tous derrière le génocide rwandais. Ce sont les patrons de Macron. C'est grave ce que je dis, non? Oui. Leur génie, c'est quoi? C'est qu'on ne voit jamais leur visage quand ils tuent. On ne voit jamais leur visage. Ils réussissent toujours à faire porter. C'est Hitler qu'on a mis devant. Il ne faut pas dédouaner Hitler. Hitler, c'est un être abominable. Il ne faut pas dédouaner. Mais Hitler n'était que quoi? Hitler était l'exécuteur de planificateurs invisibles, parmi lesquels vous aviez beaucoup de Juifs. Monsieur Gauss, les Juifs, personne ne connaît leur visage. Ils ont réussi à se cacher. On a mis tout sur Hitler. Moi, je vous dis ce matin que ce sont eux qui sont derrière, justement, le génocide rwandais. Et quand les mêmes crimes se répètent et ont les mêmes auteurs, il faut comprendre réellement quelles sont les véritables motivations. On va le faire ce matin. Je vais le faire ce matin. Oui. Donc, vous voyez, ça dit que... Et le rapport qui a été fait, vous allez comprendre pourquoi ils ont voulu ça. Le rapport qui a été fait, à la suite d'autres rapports et des missions parlementaires, monsieur, il s'appelle qui Vincent Duclerc. Duclerc, merci. Monsieur Duclerc, sa méthodologie pose problème et indique quel est le projet qu'il y a derrière ce rapport. Oui.
c'est bien de consulter on dit qu'il a consulté toutes les archives existantes. Ça fait sourire. Ça fait sourire. Mais vous allez voir très bien que comment on peut faire un rapport sur le Rwanda, même s'il s'agit d'un rapport français, mon cher Gosse, sans impliquer les archives de l'ONU sur la question, sans impliquer tous les documents, n'est-ce pas, liés à l'action américaine, des États-Unis, sans impliquer, par exemple, le travail d'une dame comme Carla Del Ponte, avec tout ce que elle a subi à l'époque sur la question. Quand elle a, vous connaissez ses propos de l'époque, qui l'ont amené même, n'est-ce pas, c'est qu'elle perd de ses responsabilités à l'époque. Oui. Vous connaissez Carla Del Ponte, non, cette femme-là, oui. à l'époque. Donc, c'est une juge, n'est-ce pas, en France, une juge française, qui à l'époque, à un moment donné, avait ce dossier à main. Vous avez tout ce qui est lié à l'enquête de M. Jean-Louis Bruguière, même s'il faut tenir compte du fait qu'à l'époque, beaucoup de témoins que M. Bruguière avait sollicités s'étaient rétractés. Mais ce n'est pas ça le problème. Le problème est de savoir pourquoi, n'est-ce pas, ceux qui détiennent les preuves, sur l'assassinat du président rwandais de l'époque, élément déclencheur du génocide, Habyarimana, se taisent. Or, vous savez aujourd'hui que les militaires français sont arrivés sur les lieux, dès que sa mort a été annoncée, les militaires français étaient sur les lieux. Pourquoi justement on ne les interroge pas? Pourquoi on fait l'impasse sur les éléments, n'est-ce pas, que ces militaires français peuvent mettre à disposition? Par exemple, donc vous voyez que la méthodologie de ce rapport indique, vous savez qu'il n'y a pas de science neutre. Hein, pas du tout. Sauf pour les naïfs. La science n'est jamais neutre, sauf pour les naïfs. Indique les objectifs, n'est-ce pas, du rapport. Mais plus grave, quand M. Macron veut lancer ce rapport, je vais lire. Hein. Écoutez ce qu'il dit. Conformément à l'engagement que j'avais pris le 24 mai 2018, lors de ma rencontre avec le président Paul Kagame à Paris, je tiens à ce que le génocide des Tutsis prenne toute sa place dans notre mémoire collective. Donc, la conclusion a été écrite avant que les historiens se mettent au travail. Puisque la base, c'est quoi? C'est que c'est un accord entre lui et Paul Kagame. Cet accord, c'est quoi? C'est un peu qu'un accord politique, monsieur, pour rester poli. Oui. Or, les accords politiques ont pour premier attribut de chasser la vérité historique, de chasser la science, la vérité scientifique. Vous comprenez? Donc, il ne faut pas qu'on parle, on dise que non, il va raconter n'importe quoi ici. Nous donnons des éléments précis sur la table. Donc, ça, c'est au niveau de la méthodologie du rapport. Maintenant, revenons même encore maintenant sur le fait que Macron lui-même hier au Rwanda a clos le débat. Vous avez rappelé certains éléments. Oui. Mais moi, je veux aller plus loin. Monsieur Ngoz, la conclusion choc du rapport, c'est quoi? C'est que la France est lourdement responsable, mais pas complice du génocide. Le mot complice du génocide. Vous savez pourquoi? La patrie des Lumières ne doit pas être salie. Vous ne pouvez pas être une patrie des Lumières et vous génocider. C'est impensable. Deuxièmement, sur le plan de la vieille tradition de la criminalité occidentale, il faut que les Africains soient toujours accablés. Il faut que, dans tout ce qui se passe, on démontre toujours que ce sont des sauvages. Et que ce qu'ils savent faire depuis la nuit des temps, c'est de s'entretuer. Oui. Donc, la France est lourdement responsable. Mais ce sont les Africains qui se sont tués à la machette. C'est ce que les parlementaires avaient dit à l'époque. À la machette. Donc, pas complice du génocide. Mais c'est ça qu'on va démontrer. Maintenant, il faut démontrer comment cette position est intenable à tout point de vue. Et qu'une fois de plus, pour ceux qui tardent encore à comprendre, n'est-ce pas, voilà encore la stature de celui que vous appelez le président de la France. Voilà ce qu'il vaut en termes de moralité, en termes de contenance politique. C'est-à-dire, il n'y a même pas de mots pour qualifier ça. Mon cher Ngoz, comment le président français peut dire que la France s'est tenue de fait du côté des génocidaires? Ce sont ces mots. En français, les mots ont un sens. Oui. Il dit que la France s'est tenue de fait du côté des génocidaires. Oui. Mais, docteur Nouma est ici. Est-ce qu'il y a plus grand aveu que ça? C'est-à-dire que, oui, elle voulait bloquer un crime, elle voulait empêcher le génocide. Comment on peut en même temps dire une chose au contraire? Je vais empêcher le génocide en me tenant tout près des génocidaires. Mais qu'est-ce qu'il y a dans tout près des génocidaires? On va décrire ça. 1.
la tête pensante de la politique française au Rwanda entre 1990 et 1994 s'appelle François Mitterrand. C'est un rapport qui dit, hein, il occupait quelle fonction? Président de la République française, oui. C'est-à-dire que la tête pensante de la politique française au Rwanda était l'homme le plus élevé de la France. Celui qui avait en charge la politique étrangère de la France, en toute souveraineté. Donc, M. Mitterrand, avec tous ses conseillers, dont les plus envieux à l'époque étaient M. Delay et Bruno Quesnon, chef d'état-major particulier du président. Donc, M. Mitterrand, le rapport reconnaît que M. Mitterrand, c'est lui qui a planifié, c'est lui qui a pensé. Or, c'était quoi cette politique? Soutien total au régime d'Abiyarimana. Je dis bien soutien total sur le plan politique. Mitterrand a armé Abiyarimana. Il a passé le temps à l'armer. Et pourquoi il armait? Pourquoi on a les armes au régime d'Abiyarimana? Pour justement affronter les Tutsis de Paul Kagame. Donc, il armait en toute connaissance de cause. Il armait le régime Abiyarimana parce que justement il estimait que les Tutsis, parlons comme ça, n'est-ce pas, le FPR était pour lui le danger le plus absolu au Rwanda, au nom de la politique française des Grands Lacs. Parce que la France, avec sa politique française des Grands Lacs, oui. On voit bien que c'est une démarche politique consciente du président. Mais c'est même moins grave. Vous avez, justement, l'obsession qu'il y avait à Paris concernant le FPR. Christian Quesno, chef d'état-major particulier, je l'ai déjà cité, et Bruno Delay, conseiller Afrique de l'Élysée, étaient des architectes de la diabolisation du FPR pour imposer quoi? Une lecture ethniciste de la crise. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Mitterrand disait que, de fait, si les Tutsis arrivent au pouvoir, ce serait la dictature d'une minorité ethnique sur la majorité, entre guillemets, les Hutus. Il faut bien comprendre. C'est-à-dire quand on commence déjà à avoir une telle lecture d'une situation comme ce qui prévalait à l'époque au Rwanda, comment on peut dire qu'on ne sait pas ce qu'on fait? Comment on peut dire après que on est seulement responsable, on n'est pas complice? Et on n'est pas responsable. C'est-à-dire que lorsque à un si haut niveau de l'État français, on arrive à ce genre de conclusion, c'est-à-dire on ferme les yeux sur tout ce que le régime d'Abiyarimana faisait. Dans le même rapport, on dit que c'était un régime raciste. Écoutez bien, hein, même rapport, que c'est un régime raciste, corrompu et criminel. C'est qui le rapport là? Mais comment on peut admettre que c'est un régime raciste, corrompu et criminel et avoir ce genre de thèse au sommet de l'État français? Du racisme au génocide, il faut combien de kilomètres? Il ne faut même pas des kilomètres. Il ne faut même pas des mètres. Il ne faut même pas des centimètres. La distance est très minime, quasi inexistante. Mon cher Goff, l'écartement de voix dissonantes, c'est-à-dire qu'à l'époque, c'est le rapport qui dit ça, hein, c'est pas moi, le rapport même qui dit ça, pour montrer comment c'est mot des Africains. À l'époque, il y a des voix dissonantes dans le gouvernement français qui disent au président français, c'est pas bon, c'est dangereux. Vous avez la voix de Pierre Jox, à l'époque ministre, en 1993, la Défense, qui dit non, monsieur le président, il faut réévaluer l'armement qu'on donne au Rwanda, au régime. Pierre Jox, il est ministre. Il n'est pas le seul. Vous avez un officier de haut rang. Permettez-moi, parce que c'est vraiment grave. Il faut qu'on dise des choses avec les preuves, mon cher Goff. Et je me suis documenté en venant ici ce matin. Permettez. Voilà, vous avez, dès octobre 90, mon cher Goff, merci, j'ai retrouvé Dieu merci, soit plus de 3 ans avant le génocide, l'attaché de défense français à Kigali, le colonel René Gallieni, met en garde M. François Mitterrand sur la possibilité d'une élimination physique de centaines de milliers de Tutsis. Mais il y a plus grave encore. La Direction générale des services extérieurs alerte en 1993 M. Mitterrand sur la responsabilité directe du président rwandais dans les massacres de Tutsis. Toutes ces voix-là ont été mises de côté par le haut commandement français et le président de la France. On me dit qu'il ne savait pas. Vous avez les pratiques d'officine. C'est le rapport qui dit ça. Hein.
C'est quoi une pratique d'office? Ce sont des pratiques qui n'ont rien à voir avec la légalité. Ce sont des pratiques informelles qui remplacent la légalité. Et au niveau du Rwanda, qu'est-ce qui s'est passé? Le rapport lui-même dit que, en plus des dérives institutionnelles, il y avait des pratiques d'irrégularité administrative assumées, Oui. des chaînes parallèles de commandement et de communication, des contournements des règles d'engagement et de procédures légales. Mais il y a plus grave, des actes d'intimidation et d'entreprise d'éviction de responsables et d'agents qui, écoutez bien, ne partageaient pas ce qui était en train de vouloir être fait. Monsieur Mose, comment à partir de tout ça, M. Macron peut venir nous dire, je ne parle pas de l'opération turquoise, qui est arrivée très tard, turquoise. C'est-à-dire la France va à l'ONU comme d'habitude, reçoit le mandat de l'ONU, soi-disant pour des raisons humanitaires, et lance l'opération turquoise. Donc, elle aurait pu l'obtenir avant. Mais pourquoi l'opération turquoise vient 4 mois après que les éléments de génocide soient déclenchés? Et on connaît la suite, ce couloir humanitaire, chacun sait à quoi ça a servi. Mais il y a plus grave à la fin. Refus d'arrêter les génocidaires. Vous avez un général comme le général Foucault, qui appelle le président français, qui appelle le haut commandement français, pour leur dire que j'ai sous la main au moins 5 génocidaires, les voici ici. Plus grave encore, la DGS est toujours localise précisément où ils sont. Le général dit, j'attends les ordres pour les arrêter. Eh bien, il ne recevra jamais d'autres. Au contraire, on va les sécuriser. Écoutez bien, c'est-à-dire, vous refusez d'arrêter les génocidaires. Et plus tard, on va dire, non, la France va dire carrément, à l'ONU que non, c'était pas dans notre rôle, c'était la mission des Nations Unies. Mais plus grave encore, quand Paul Kagame prend le pouvoir, Paris dit que non. Les conditions, c'est-à-dire que il n'y a pas les conditions n'étaient pas réunies pour qu'il y ait un bon procès les concernant. Et les droits de la défense ne devaient pas être assurés. Donc, des aveux clairs que nous avons laissé fuir les génocidaires, nous les avons protégés, nous avons refusé de les arrêter. Monsieur Ngo, dites-moi alors, quand on déroule tout ça, comment quelqu'un de sensé, quelqu'un qu'on prétend être intelligent, lui c'est le même philosophe, c'est Macron, n'est-ce pas, peut venir vous dire que non, la France est responsable de manière accablante, mais n'est pas compris du génocide. C'est quoi d'ailleurs être responsable de manière accablante? Non, on peut être responsable sans être coupable. Et ne pas être coupable. Oui, ça peut arriver. Je peux être patron d'une entreprise, je ne suis pas coupable directement d'un acte, c'est pas mon agent. Ça peut arriver. Mais dans le cas d'espèce, tous les éléments montrent que Macron raconte des histoires, il se moque des Africains. Il raconte des histoires. Tout établit que la France n'est pas seulement comprise, la France est co-actrice du génocide. La France est co-actrice du génocide au Rwanda. C'est de cela qu'il s'agit. Mais je vous ai dit, il ne peut pas franchir ce pas parce que, il y a des lobbies en France qui attendent qu'il prononce le mot fatal. Tous les hommes politiques français qui, à l'époque, qui ont participé à ce qu'a fait sont vivants. Les Juppé, tous ces gars-là sont là. Il y a tout un lobby en France. Macron sait très bien qu'il ne peut pas. Et deuxièmement, ce n'est pas sa mission. Sa mission est de se moquer des Africains. Une fois de plus, en démontrant que, M. Gauss, les Africains ne savent que faire ce qu'ils font depuis la nuit des temps, s'entretuer avec des machettes. Et que si on nous laisse, nous allons nous auto-exterminer. Il n'y aura plus un Africain sur Terre. Donc il faut toujours qu'il y ait les Blancs, n'est-ce pas, qui soient là, n'est-ce pas, officiellement des États occidentaux qui soient là pour empêcher de le faire. Je termine, je chute. Nous devons avoir une lecture panafricaniste cette affaire. Ça veut dire quoi? Ce n'est pas une affaire rwando-française. Quand vous avez près d'1,5 million morts dans un continent, sur la base d'un génocide comme celui-ci, ce n'est pas une affaire franco-rwandaise. Ce n'est pas une affaire franco-américano-rwandaise, mon cher gosse. Même pas l'ONU. C'est l'humanité qui est engagée ici. C'est un défi d'honneur pour toute l'Afrique. La vérité doit être connue sur cette affaire. La vérité doit être connue sur cette affaire. Elle ne viendra pas le Paul Kagame. On ne peut pas être juge et parti. Il ne faudrait pas dire plus. Il est président. Il ne veut pas dire plus. C'est-à-dire que ça ne viendra pas de lui pour Kagame. Et ce monsieur, je vous ai toujours dit, ce président, moi je m'en méfie. Il n'est pas un modèle pour moi. Pour la simple raison que tout n'est pas permis en politique. Marcher sur 1,7 million pour le pouvoir, moi, Balakale, pour moi, je ne peux pas l'accepter. Mais deuxièmement, accepter d'être un agent américain.
accepté parce que tous ces gars ont été formés aux États-Unis. Kagame était un agent de la CIA, le président rwandais. Le dit, c'est pas l'insulter. Je l'apporte des faits historiques incontestables, mon cher gosse. Dit qu'on va jouer ce rôle, mais surtout, accepter de jouer ce rôle en détruisant un pays comme la RDC. Pour piller ce pays, s'enrichir à titre personnel et faire plaisir aux Illuminati, pour moi, inacceptable. Ça veut donc dire quoi? Vous voyez donc que l'alliance Macron-Kagame n'est pas au hasard, mon cher gosse. Ce n'est pas un hasard. Vous voyez une fois de plus que les fratères se retrouvent à un niveau très élevé, parce que là-dedans, vous avez les fratères de petit niveau, hein, de petit niveau. Mais là, les fratères de haut niveau se retrouvent, se partagent les rôles pour maintenir la domination de leur maître sur le continent. Au niveau des Grands Lacs, c'est ces ressources-là, parce que quand on parle du Congo, RDC, ça vous rappelle la conférence de Berlin, non? Oui. Vous vous rappelez? Et tout ce qui était au cette conférence, ce n'est pas eux qui tiennent ce pays aujourd'hui. C'est toujours eux. C'est pas eux qui le tiennent. On voit que tout ça, c'est donc pour protéger ces gens-là, pour qu'on ne les voit pas. Donc vous voyez que le dossier, ça c'est mon franchi une étape. Toute la vérité reste à faire sur le Rwanda. Et les documents existent. Et il y a un journaliste camerounais qui a fait un travail excellent, Charles Onana. Il faut lire ses bouquins pour plus que lui. Et il y a des tonnes de livres qui existent. Vous avez des journalistes français qui ont fait des... Il a d'ailleurs eu pas mal de problèmes, Charles Onana, à cause de cette histoire. Hein. Il y a tellement de documents. Vous avez tellement de choses. Ça n'a même pas commencé encore. Nous sommes heureux qu'ils aient fini leur cinéma. Et que ça n'a abouti à rien. Et que ça aboutit plutôt à nous convaincre que l'affaire est trop sérieuse pour qu'on laisse ça au président Kagame et à un jupitérien, n'est-ce pas? Et que c'est maintenant que l'affaire commence. C'est maintenant que l'Afrique doit se lever, n'est-ce pas? Pour que la vérité soit faite, n'est-ce pas? Sur ce génocide, n'est-ce pas? Qui est l'une des tâches les plus noires, n'est-ce pas? Que l'humanité ait connue. Est-ce que vous savez qu'en termes de rendement, quand on fait un génocide, on planifie, il y a des rendements qu'on attend par jour. C'est-à-dire qu'on tuait par jour 5 fois plus de Rwandais que des Juifs dans les camps nazis. Est-ce que vous le savez? Donc, vous avez une affaire qui est même plus grave que le génocide des Juifs. Et justement, une affaire plus grave.